Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikouba Radio-Télévision. Vous suivez cette question, votre magazine de débat hebdomadaire qui revient sur les questions qui ont marqué la semaine, cette semaine qui a été marquée en République démocratique du Congo par ces tensions entre l'opposition et la majorité, entre l'opposition et le pouvoir en place. Cette tension qui a culminé en l'arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi qui a été arrêté en début de semaine à l'aéroport de Kinshasa. Nous allons revenir sur cette question, mais aussi sur ces tensions qui se sont exportées jusqu'en province, notamment à Lubumbashi ou au siège d'Ensemble pour la République. Les jeudis derniers, il y a eu quelques petits bisbilles entre la police et les militants d'Ensemble pour la République en première partie. En deuxième partie, nous allons parler de l'actualité en Afrique, précisément au Sénégal, où l'opposant politique Ousmane Sonko a été condamné pour 2 ans de prison. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord Augustin Chambouilly qui revient dans le débat après quelques semaines d'absence. Monsieur Augustin, plaisir de vous revoir sur le plateau de cette question. Merci beaucoup, cher Dossin. Merci de nous avoir associés à ce débat purement républicain. Nous saluons la présence de 2 co-débatteurs ici présents. Nous saluons l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mikouba. Un plaisir de vous revoir sur le plateau, Augustin Chambouilly. À côté de lui, un membre, un acteur politique de l'opposition au niveau du Lualaba, Franck Nsenga du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, qui est devenu carrément, qui répond généralement à nos rendez-vous. Il a de bonnes prestations. Franck Nsenga, c'est un plaisir de vous revoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour avoir pensé à moi. Et encore une fois, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Entre les deux tendances, il va y avoir quelqu'un qui va être, qui se veut indépendant, qui va essayer d'équilibrer le débat. Molon Toumba qui est passé sur ce plateau de cette question il y a quelques semaines. Maître Molon Toumba, analyste politique indépendant. Soyez les bienvenus, maître. Merci beaucoup, cher Léopold. Bonjour et bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour également aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. C'est un plaisir d'être là avec vous. Merci, chers analystes, d'être installés. On va commencer ce débat par la première actualité au niveau de la République démocratique du Congo. Ces tensions, ça chauffe entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Moïse Katumbi avec son conseiller spécial Salomon Eska Dela, ce conseiller spécial qui a été arrêté en début de semaine à l'aéroport de Ndjili, l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. On ne connaît pas beaucoup sur cette arrestation, mais le porte-parole du gouvernement qui est passé sur le plateau de nos confrères de France 24 en a dit quelque chose. On va suivre son intervention sur ce plateau exactement et on va revenir sur notre plateau pour essayer de commenter, analyser, examiner cette actualité. Qui l'a arrêté? Pourquoi et où est-il? Écoutez, il a été interpellé par les services de renseignement. Le moment venu, ils pourront communiquer, donner des détails sur les circonstances de son arrestation. Je reviens de Pékin et donc dès que j'arrive à Kinshasa, je m'informerai davantage et on communiquera comme nous communiquons habituellement. Mais ici, il faut noter que ça fait un peu suite aux événements que nous avons vécus récemment, où il y a eu beaucoup de violence. Et la violence, d'abord, d'où qu'elle vienne, en démocratie, elle n'a pas de place. Vous avez vu notamment Martin Fayulu, qui est un des 4 opposants, demander à des jeunes visiblement chauffés des lancers de pierres contre la police. Il y avait des enfants qui ont été en première ligne de ces actes de violence. Nous avons dénoncé, condamné. Le président de la République, d'ailleurs, s'est personnellement déplacé au chevet de cet enfant de 12 ans, parce que nous tous, nous avons été choqués par les images de la violence policière sur ces jeunes enfants. Réaction, Franck Nsenga. Oui, merci. Donc là, vous voyez que Patrick Mouyaya est dans son rôle. Il est dans son rôle de défenseur du pouvoir en place. Et je pense qu'il est en train d'emboîter les pas de l'ancien, son prédécesseur, Mende, qui faisait l'apologie des mêmes violences du pouvoir passé. Et alors qu'ils ont fait une transhumance spectaculaire, et lui et Mende, finalement, ce monsieur commence à faire la même chose, mais pour un autre pouvoir, pour qui il chante maintenant. Je crois que dans les actes de gestion, le pouvoir a franchi le Rubicon, étant donné que nous sommes en train d'aller dans la désintégration programmée de l'État en fonction des actes que ce pouvoir est en train de poser.
Ce que nous voyons ici, c'est un peu comme des gens qui viennent arrêter quelqu'un, un peu comme la mafia sicilienne, des gens qui viennent en toute impunité. Ils viennent, ils enlèvent quelqu'un au pied de l'avion et ils l'embarquent un peu comme des tueurs à gages qui se règlent des comptes, et vous enlevez quelqu'un sans mandat, sans rien du tout. Et je pense que nous sommes en train d'aller dans une dérive totalitaire et dangereuse à la veille des élections. Ça me rappelle l'attitude qu'avaient les Interamwe du Rwanda. Quand ils sentaient que la rébellion avançait et qu'ils commençaient à perdre le pouvoir, ce sont des gens qui ont commencé à être surchauffés et ils n'avaient pas hésité de prendre des machettes et tout ça pour se venger sur les populations qui étaient en osmose avec la rébellion qui venait. Je fais un parallélisme avec le pouvoir en place. C'est un peu comme les Interamwe au Rwanda. Et dans ce parallélisme, vous êtes la rébellion? Non, nous sommes le groupe censé les remplacer, mais par des voies électorales, des voies officielles. Voyez-vous, je vous donne un exemple. Nous avions tous suivi il y a quelques mois un secrétaire général d'un grand parti politique dire que si nous sentons que notre pouvoir est menacé, nous n'hésiterons pas de donner des armes à nos partisans, à nos militants pour défendre celui-ci. Et comme par magie, vous aviez vu dernièrement, le 20 mai dernier, lors de notre marche, nous avions vu la police se faire accompagner par une milice avec des tenues, des gilets estampillés UDPS ou je ne sais pas, Force du Progrès, accompagner la police avec des armes blanches, machettes, bâtons, pour bastonner l'opposition et frapper. Finalement, nous nous sommes dit que nous sommes en train de vivre une copie collée de ce que nous avions vu au Rwanda il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et nous nous sommes souvenus de ce que le secrétaire avait dit, que nous allons armer nos militants si on voyait que notre pouvoir est menacé. Et nous avions vu ces militants armés d'armes blanches entre leurs mains et se faire accompagner par surcroît par la police. Alors nous nous disons que mais où est le procureur? La justice n'a rien vu. On va vous redonner la parole, Franck Senga. La parole va être donnée maintenant à Augustin Chambouyi qui va réagir. Augustin Chambouyi, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui est resté circonspect sur la question de l'arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi. Quel commentaire vous avez, vous qui êtes dans le couloir du pouvoir? Je pense que nous sommes la République démocratique du Congo. C'est un pays régi par les textes, par les lois de la République. Il y a eu l'interpellation, mais entre guillemets l'arrestation. Je ne sais pas si c'est l'arrestation, c'est l'interpellation, ou bien c'est l'enlèvement de citoyens Salomon, un membre du parti L'Ensemble pour la République. Ce qui est vrai que la constitution de notre pays, dans son article 19, parle bien que tout citoyen congolais interpellé ou arrêté doit être informé immédiatement du motif pour lequel il est poursuivi et doit être assisté par son conseil et être en contact avec sa famille politique. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 jours, 3 jours que le citoyen est interpellé. On ne sait pas jusque-là le motif. Même le Premier ministre, même le ministre de la Communication lui-même ne sait pas le motif pour lequel il a été interpellé. Donc là, nous demandons tout simplement que, quelle que soit la forme, quel que soit tout ce qu'on peut lui reprocher, quel que soit le fait qu'il lui a reproché, nous devons respecter ce que la Constitution nous dit. Le citoyen doit être informé de quoi. Augustin Chambouyi, le ministre de la Communication dit que c'est en lien avec les événements. Il a dit au conditionnel. Oui. Il a dit au conditionnel, ça doit être en lien avec les événements qui se sont déroulés. Mais il est vrai aussi que la justice a aussi bien les services de sécurité ont droit aussi, ont comme devoir de mener des enquêtes. Donc la forme aussi, la manière aussi d'arrestation de la personne
doit aussi nous interroger parce qu'il doit y avoir une première convocation, une invitation, deuxième invitation, troisième invitation, et puis il y avoir maintenant un mandat d'amener. Alors, ici sur ce plateau, je pense que laissons la stigmatisation, laissons vraiment la politique de la manipulation, la politique de la victimisation. Les compatriotes sont dans le domaine de sécurité. Sa vie ne pas en danger. Qui se victimise, Augustin Chambouy? Non, vous suivez lui-même le co-débatteur en place de l'ensemble. Quand vous suivez son discours, quand il revient sur le problème des marches, je pense que le secrétaire général à qui il a fait allusion, sur le secrétaire général Augustin Bouya, à l'époque, les propos ont été mal concis. Et même la marche qu'ils ont tenue les 20 mai de ce mois ici, cher ami, dans cette marche plutôt, est-ce qu'on n'a pas assisté des pertes en vies humaines? Et ils ont mobilisé la presse nationale comme internationale pour se victimiser. Nous sommes les habitués des marches pacifiques. Nous sommes habitués, nous avons fait 37 ans dans ce pays pour faire des marches. Vers les 2 ans, les dernières années, sur nos 37 ans, on a marché avec les amis de l'ensemble. Nous connaissons comment les marches sont toujours soldées dans ce pays. Donc, ici, ne cherchons pas à diaboliser. Je sais que vous êtes dans la stratégie de la victimisation. Vous n'avez pas été préparé pour les élections. Là où les auditeurs doivent être éclairés. Parce que les élections, on ne les prépare pas dans 6 mois. Augustin Chambouy, on va revenir. L'opposition était distraite. Question des élections, on va vous redonner la parole. Mais Maître Molontumba, vous avez suivi Augustin Chambouy qui évoquait quelques articles de la Constitution. Est-ce que on rappelle que vous êtes avocat au barreau du Lualaba, est-ce que ce type d'arrestation est prévu par les lois de la RDC? Déjà, il faut noter que quand il y a l'opinion qui s'invite en matière judiciaire, il y a toujours cette tendance-là à extrapoler, à stigmatiser. Mais en tant qu'avocat, je pense que cette forme dans l'arrestation, ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer. Ce que chaque citoyen a ses droits garantis. Aujourd'hui, c'est M. Salomon. Demain, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Je pense que les services de sécurité devaient changer leur façon de faire les choses. Mais après, il faudra aussi rappeler que personne n'est exonéré de poursuites judiciaire. Et à ce niveau, l'instruction préjuridictionnelle est inquisitive, donc elle est secrète et on ne peut pas déterminer le motif. Et aujourd'hui, évoquer par exemple la violation de droits garantis par la Constitution, entre autres informer pour les motifs de son arrestation, les laisser entrer en contact avec sa famille, qui est sûr aujourd'hui qu'on ne lui a pas dit pourquoi il est arrêté. Et même si on le lui disait, vous pensez qu'aujourd'hui, lui, de bonne foi, vous dira que j'ai été informé et je n'ai pas été informé. Ça, ce sont des aspects purement politiques, parce que vous conviendrez avec moi, l'un de nos illustres penseurs congolais, Maître Ndjibou, a toujours dit « la politique est amorale ». Mais à la limite, il ne faut pas qu'elle devienne immorale. Donc il n'y a pas de morale, ce n'est pas la religion. On se donne tous les coups qui sont permis. Et je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de tempérament. Mais il faut quand même condamner la procédure de son arrestation. Après, les motifs n'est pas connu jusque-là. Lorsque ça sera rendu public, vous avez vu les ministres de la communication les dire avec beaucoup de souplesse. Lorsque ça sera rendu public, effectivement, que nous pourrons faire un commentaire là-dessus. Oui, nos commentaires jusqu'à ce niveau portent sur la forme de cette arrestation. On ne connaît rien. Sur le fond, on le disait déjà à l'entame de l'émission, ces tensions se sont exportées, même en province. On va suivre ce reportage de nos amis de la presse du gouvernement du Haut-Katanga sur les tensions qui ont régné les jeudis derniers entre la PNC et les militants du parti Ensemble pour la République au niveau de leur siège à Lubumbashi. Ces projectiles et ces verres d'un pare-brise volés en éclats renseignent sur ce qui s'est passé ici à hauteur du siège d'Ensemble pour la République sur l'avenue Camagnola ce jeudi 1er juin 2023. Au cours d'un mouvement de masse spontané et incontrôlé, des militants de ce parti ont l'instant de quelques minutes bloqué la circulation routière, obligeant les véhicules à rouler à sens unique tout en leur jetant des projectiles. Des policiers venus remettre de l'ordre et rendre fluide la circulation ont été pris pour cible. 2 d'entre eux ont été blessés. De ces échauffourées, 3 militants parmi les meneurs ont été appréhendés et interpellés par la police. Une occasion toute trouvée pour le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Éric Moutandala, de fustiger ce comportement. Il faut savoir que déjà. Mina sema nini hapa? Ila sema pasule metoka wewe basha kuleta deja. Bana kuleta banasha bantu wote bana kuleta kujua nini? Sasa ile muhimu mnakuwa kufanya ni renyo. Est-ce que renyo mnaifanya bana mikataria kufanya renyo? Est-ce que bana mfungia kwa polisi? Bana mfungia kwa polisi. Maintenant sasa de quel droit mwanzo pasule metoka ya bantu? Non non, mwanzo pasule metoka bantu jua nini?
Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? On vous a pas passé le travail tout. Non, chef. Ah, c'est les mieux, on n'a pas sous là, vous n'avez pas fait. En entendant ces meneurs, dont l'un fait partie du corps de sécurité du parti Ensemble pour la République, sont acheminés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes avec entre autres griefs, troubles à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, Franck Stenga Lubumbashi, ce n'est pas loin de Kolwezi, c'est à quelques 300 km de Kolwezi. Qu'est-ce que vous savez de ces incidents? Oui, avant de répondre à votre question, disons que j'aimerais dire que le pays va très mal. Tout ça, ce sont des conséquences de certains actes qui sont posés par le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans un non-État. On a affaire à un peu comme à un gang qui gère dans une jungle. Voyez-vous, alors que l'État a ses règles. Tous les cadres d'ensemble qui ont été arrêtés l'ont été dans des conditions anormales. Voyez-vous, on prend quelqu'un à l'aéroport au pied de l'avion, sans mandat, sans rien du tout, et un peu comme dans un film digne d'une mafia sicilienne. On le prend, on l'enlève et on part avec lui cagoulé, tout ça. Et c'est le deuxième haut cadre de notre parti qui a été... Maintenant, on peut arrêter quelqu'un sans mandat, juridiquement parlant? Non, on ne peut pas arrêter sans mandat, jusque-là, rien ne prouve qu'il n'y avait pas de mandat. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut prendre ça avec beaucoup de s'il vous plaît, il n'y en avait pas. Salomon est quelqu'un de connu. S'il est appelé à la justice, il va répondre. Pourquoi va-t-il refuser? Il va répondre ou à la limite envoyer ses avocats. Je pense que ça ne fait pas matière à discussion. Et vous savez, tous ces actes-là qui sont posés, ce sont des choses qui contribuent à la réduction de notre indice de fréquentabilité à l'international. Mais que voulez-vous, Franck Stenga, quand de militants brisent les pare-brises de véhicules d'autrui en pleine ville de Lubumbashi? S'il vous plaît, comme quelqu'un au pied de l'avion, c'est déjà une zone internationale. Il y avait des expatriés peut-être dans l'avion qui ont vu ces choses-là. Ça diminue l'indice de fréquentabilité d'un pays. Et par toute voie de conséquence, les investisseurs auront peur. Ça, c'est une chose. Et maintenant, quand vous parlez des militants qui brisent les choses, ce sont des réactions. C'est une réaction quant à l'attitude que prend le pouvoir à la veille des élections. Vous savez que plus on s'approche des échéances électorales, plus la tension monte. C'est ça qui nous fait peur. Et tout ça parce qu'il y a un pouvoir qui a peur de le perdre. Et ils veulent nous organiser une situation chaotique, un peu comme une stratégie déjà planifiée, une stratégie de chaos pour conserver le pouvoir à tout prix, un peu comme un pêcheur ouagénia qui va pêcher les gros poissons dans des eaux troubles et pas contrôlées. Et ça, nous disons non. L'Ensemble pour la République, on est déterminé. On exige d'abord la libération et de notre député provincial à Kinshasa, qui est Mike Mukebai, et de M. Salomon Idi Kalonda, et de tous les membres de l'opposition qui ont été arrêtés dans les mêmes conditions. Parce que là, vous demandez leur libération exactement, mais qu'en est-il par exemple de Fortuna Bisselele, qu'en est-il de Jean-Marc Kabound? Là, vous taisez, comment est-ce que vous voyez les histoires? Vous ne le voyez que dans votre prisme? Non, nous ne nous taisons pas. Oui. Les valeurs restent valeurs, même si ces valeurs sont bafouées sur un adversaire. Les valeurs restent valeurs. Ici, je parle en politique, mais je sais qu'en républicain, je vais exiger tout ça, y compris Jean-Marc Kabound, y compris Bisselele, et même tous les autres des inconnus qu'on ne connaît pas, mais qui sont bastonnés, arrêtés dans des conditions floues, et qui purgent, qui sont privés de la chaleur familiale à cause des individus qui décident de n'importe quoi, n'importe quand, sur n'importe qui. Et ça, nous n'en voulons pas parce que l'UDPS nous déçoit. C'est avec l'UDPS que nous avons combattu dans la rue contre Kabila. Nous étions au front et les valeurs pour lesquelles nous avons combattu, eux-mêmes enfants cheval de Troie, et ils utilisent ça à bon escient. Franck Stenga, quand par exemple Mukebai, quand par exemple Mukebai élu
provincial de Kinshasa, de son État, sur un plateau des télévisions comme celui-ci, s'est mis à distiller de la haine tribale. Qu'est-ce que vous proposez? Comme dans un paradis, qu'on puisse acclamer pour lui, qu'est-ce que vous proposez dans un pareil cas? Parce que vous avez été avec l'UDPS dans l'opposition et que l'UDPS doit acclamer chaque fois qu'il y a des dérapages. S'il vous plaît, je dois vous dire que le cas de Moukébaye particulièrement, Moukébaye n'a fait que peindre un tableau de ce qui se passe par rapport aux gestionnaires de la République pour l'instant. Moukébaye a dénoncé le tribalisme. Et comment se fait-il que nous avions, maintenant, c'est devenu un peu comme une habitude de condamner celui qui condamne le tribalisme. À ce que je sache, condamner le tribalisme n'a jamais été une infraction d'ordre pénal. Jamais. Maintenant, il est maintenant de notoriété de pouvoir condamner celui qui dénonce le tribalisme. Et les gens qui pratiquent le tribalisme dans le sang, eux ne sont pas inquiétés. Et nous avions vu dernièrement avec un secrétaire qui a dit que nous savons que le président a échoué dans sa gestion, mais il est combattu parce qu'il est Moulouba. C'est grave ça comme déclaration. Et la justice ne voit rien. On va vous redonner la parole, Augustin Chambouis. Je vous ai vu bouger, je présume, de réactions. Les réactions fusent de partout. Qu'est-ce que vous avez comme réaction? Vous avez vu le reportage de nos amis de Lubumbashi, Ensemble pour la République, des militants qui bloquent le passage. Les véhicules sont obligés de passer dans un seul sens. Est-ce que la police ne peut pas intervenir en pareil cas? Je rappelle bien que, d'abord, il y a des choses qui ont été dites ici. Il ne faut pas gober dans l'opinion les choses que le secrétaire général n'a pas dit. Il n'a pas dit que le président a échoué. Voilà la stratégie de communication. Nous avons été avec ces gens à l'opposition. Nous connaissons leurs méthodes, nous connaissons bien leurs forces et leurs faiblesses. C'est pourquoi ils ont une difficulté de s'exprimer. C'est pourquoi ils ne savent pas comment exercer leur politique. Nous les connaissons bien, mon frère. Nous avons évolué avec les amis de l'ensemble. Et ils sont dans la stratégie de la manipulation de l'opinion, avec la presse tant nationale qu'internationale. Transformer la chose n'a pas été... Le secrétaire général Kabouya n'a pas dit ce que vous avez dit. Le problème... Vous avez bien posé la question de Mike Moukébaye, sur un plateau de télévision, en train d'évangéliser le tribalisme. Nous avons vu Safou dire que 450 tribus nyonso contre les Balouba. Ça, ce sont les propos des députés de l'ensemble. Mais on n'a pas vu les amis de l'ensemble condamner ces propos-là. Celui peut-être ne le sait pas, mais moi j'ai vu au moins Jacques Ndala dans une vidéo dire, même si je ne suis pas d'accord avec le propos de Mike Moukébaye et Daniel Safoumé, sont des propos condamnables. On vous redonne la parole. Ces propos sont-ils condamnables ou pas, Franck Senga? Je peux disséquer les choses. Oui. Les propos de Daniel Safou ont été excessifs. Mais pas Moukébaye. D'ailleurs, l'affaire est à la justice. Je n'aimerais pas tenir des commentaires supplémentaires. Regardez même la mobilisation autour de ce qu'ils accusent comme arrestation. L'arrestation de Moukébaye. Aujourd'hui, Moukébaye est arrêté. Aujourd'hui, Daniel Safou est en cavale. On ne sent pas la mobilisation. Mais pourquoi pour le monsieur Salomon Dikabé... C'est un conseiller spécial. Non, il n'est pas extra... Moukébaye, tout comme Daniel Saf, ce sont les élus du peuple. Ils sont les élus du peuple. Mais quand vous voyez comment on ne sent pas vraiment cette affection-là du côté de l'Assemblée, il n'y a pas une mobilisation. On a vu des déclarations, on a vu des messages, de ne pas dans les salons. On sent tout simplement qu'il y a quelque chose. Les amis de l'ensemble doivent s'assumer avec leur politique. Je vous ai dit que nous avons été avec eux vers la fin de notre vie d'opposition. Nous les connaissons bien. Ils sont dans la stratégie de victimisation. Vous parlez d'un régime qui a peur de perdre quoi? Chers frères, je vous dis que les élections, on ne les prépare pas à 6 mois d'échéance électorale. Les élections, on les prépare pendant tout un cycle même de 5 ans. Au début de ces mandats, l'opposition a été distraite. L'opposition n'était pas préparée pour aller aux élections. Elle a notamment douté sur l'organisation. Ce sont des prétextes. L'opposition pensait que le régime allait aboutir à un glissement pour le partage des postes. L'opposition n'était pas préparée. Aujourd'hui, avec la sortie du gouvernement Samalukonda 2, avec la présence de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba comme mission principale, organiser les élections, la sortie officielle de l'Union sacrée comme plateforme structurée pour aller aux élections, les amis ont dit
nous sommes en retard. À 6 mois d'élection, 7 mois, ils sont pris de court, ils sont surpris. Ils sont surpris, sur terrain, même dans leur formation politique. Quel est ce parti-là qui préparait les élections? Sur terrain. Mais nous, c'est depuis 2019 que vous avez vu le secrétaire général faire le tour de la République. Il y a des images qui existent où Kabouya a été à Kisangani. C'est lui qui a voulu aller au Congo central. Écoutez, la question du Congo central et de Bandundu, je m'explique. Qui ne connaît pas que l'espace ouest aujourd'hui fait face à l'insécurité? Il y a la milice Mobondo. Le gouverneur de Bandundu Congo a été appelé à Kinshasa. Il s'est exprimé, il a dit qu'il n'a pas interdit aux compatriotes Katumbi de venir à Matadi. Mais suite aux questions de sécurité, il doit préciser le mobile de sa présence. Ça, c'est un faux fuyant. Non, ce n'est pas un faux fuyant. L'État a comme mission de protéger la population et leurs biens. Mais Moïse Katumbi fait partie de la population protégée. Oui, écoutez-moi, c'est le gouverneur en place, avec tes moyens qui sont mis à sa politique, qui avait demandé de reporter à 24 heures. Où est le problème? Pourquoi ne pas reporter? J'y arrive. Non, s'il vous plaît, Matata Mponyo, vous ne l'avez pas dit à Kindu, être à Bukavu. Il est à Bukavu. Il est à Bukavu. Il n'est pas parti. Est-ce que vous n'avez pas vu Fayoulou est parti aux États-Unis? Katumbi n'est pas rentré à Lubumbashi. Cher ami, l'État a comme moyen de protéger la population et leurs biens. Les amis sont dans la politique de la manipulation de l'opinion. Ils sont dans la politique de victimisation. Mais nous connaissons leur mode opératoire. Il y a au moins 2 mois, la même opposition a fait la marche à Kinshasa. Une marche où ils ont respecté l'itinéraire. Arrivé au point de chute, les opposants Fayoulou a remercié la police pour avoir encadré la pause. Non, écoutez, mais là-bas ils avaient respecté l'itinéraire. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas, comme ils avaient un plan machiavélique. Vous comprenez ces amis? Quel plan? Vous parlez de quel plan? Le président l'a dit bien sûr en Chine. Il a dit que l'opposition, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Vous ne voulez pas des élections, mais vous allez vous enrôler. Vous ne voulez pas des élections. Le président a dit bien, selon les renseignements, il compte sur l'ébullition dans l'espace Grand Katanga et créer des foyers de tension. Là, c'est le garant de la nation qui le parle. Donc, il est surinformé. Avec tous les renseignements Avec tous les renseignements nécessaires. Nous, tous les opposants là, à part Matata, les autres, nous avons été avec eux. Nous connaissons leur mode opératoire. Donc, les amis ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils ont peur des élections. Voilà, Molon Toumba, vous avez passé un bon bout de temps à écouter nos amis de deux tendances, majorité et opposition. Est-ce que nous sommes bien partis pour davantage de tensions au fur et à mesure que nous approchons vers l'échéance électorale, les tensions qui sont bien illustrées sur ce plateau par les deux tendances? Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs l'ont suivi. Nous sommes dans une occurrence où il y a de la manipulation de part et d'autre parce qu'après, chacun se victimise pour attirer la sympathie de l'opinion publique tant nationale qu'internationale, mais ce qui ne sert absolument à rien. Quand vous prenez par exemple ce qui s'est passé à Lubumbashi, vous voyez comment est-ce qu'on pose des questions à ces jeunes gens. Est-ce qu'on vous a interdit de marcher? Non. Mais pourquoi alors vous avez caillassé de véhicules? Ils n'ont pas d'explication à donner. C'est ce que vous appelez tension. Ce sont des choses qui peuvent se gérer. Moi, je pense que partout ailleurs au monde, vous vous rappellerez de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, à quelques jours de l'élection en France. Il a été éclaboussé par une histoire de viol aux États-Unis. Il a été écarté. Le président, l'ancien président américain Donald Trump, il a fait face à la justice. Et ils ont une certaine manière de faire les choses. À un moment donné, ils calment leurs militants. Et même quand vous prenez alors, cette fois-là, ce qui se passe ici, ce n'est qu'un jeu politique. Après, vous avez appris les pouvoirs en place, qualifier les opposants de l'opposition et à péter pour dire que vous ne faites rien et tout ça. Et là, l'opposition veut montrer ses biceps et c'est comme ça qu'il y a ces petits jeux politiques. Je pense que ça ne va pas amener au chaos. Non? Ça ne va pas amener au chaos, Molon Toumba. On va suivre parce que Augustin Chambouilly parlait déjà de cette question des élections. Les élections, le processus électoral dans lequel Franck Nsenga et Ensemble pour la République n'ont pas beaucoup de foi. On va suivre le président de la CENI qui réagissait sur cette question de l'audit qui a beaucoup marqué l'actualité, le nombre de jours qu'a pris cette opération. On va suivre rapidement, on va rentrer en plateau pour conclure le premier sujet de ces débats. Si nous avons fait l'enrôlement en 4 mois, parce qu'il faut comprendre chaque équipe de la CENI a sa philosophie. Nous pensons qu'avec des petites innovations, nous pouvons gagner
le temps que nous n'avions pas. Et pour nous aussi, si nous prenons des professionnels, des gens outillés, ils vont faire ce travail-là. D'ailleurs, on a posé la question à Madame Janet Lave. On lui a dit, est-ce que, un peu la même question que vous me posez, si vous aviez un peu plus de temps, est-ce que vous feriez mieux? Elle a répondu que si on avait un peu plus de temps, on aurait eu un peu plus de temps pour dormir. Nous avons une machine, un logiciel très performant, ça s'appelle Megamatcher. C'est-à-dire, en quelques temps, on peut prendre votre nom, en fait, une unité, et la comparer à tous les 47 millions qu'on avait à l'époque pour voir comment on appelle, les doublons. Donc, il faut comprendre que la technologie aussi a évolué. Ces gens, ce qu'ils nous donnent aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils avaient en 2018. Aujourd'hui, même pour les traits des enfants, comment reconnaître les enfants, la machine le faisait. Même si on s'en était tenu qu'à la machine, ça aurait été extrêmement rapide. Mais il faut à un certain moment venir vérifier. Et ce travail-là a été fait sur 20... C'est-à-dire, on a fait ça avec 3 shifts. Donc, de 8 heures chacun. Donc, comprenez une chose, l'audit, d'abord, la présidente de cette équipe-là d'audit, était jusque récemment la vice-présidente de la commission électorale sud-africaine, outillée dans la gestion électorale, et sa spécialité dans cette commission-là, c'était le fichier électoral. Ils avaient aussi un informaticien venant du Malawi et les experts congolais. On rentre sur ce plateau, la parole est donnée à Molon Toumba. Molon Toumba, on parlait de ces tensions. Les tensions sont dues au processus électoral, notamment sur cette question de l'audit électoral. Il y a nos amis de l'opposition qui disent, mais en quelques jours, moins de 10 jours seulement, faire l'audit du fichier électoral, un grand nombre de millions d'électeurs. Est-ce qu'en écoutant le président de la CENI qui parle de moyens humains et techniques qui ont été mis à contribution, vous commencez à avoir foi en cette opération? Moi, je pense que c'est une question peut-être de politique, parce qu'après, aujourd'hui, avec l'évolution technologique, toutes ces questions-là peuvent se régler. Moi, je pense que des fois, quand vous n'avez pas confiance en la personne, il faut mettre sur pied des voies et moyens pouvant vous permettre de les contraindre et, à la limite, au moment opportun, d'éprouver effectivement qu'il y a eu triche. Mais entre-temps, c'est préparé aussi, parce que vous avez vu lors de la contestation des élections qui se sont passées dernièrement 2018. Dans notre pays, oui, Martin Fayulu, devant la Cour constitutionnelle, n'a pas su apporter les preuves pouvant démontrer effectivement qu'il était celui qui avait gagné les élections. Il est convaincu par lui-même. C'est ça le problème, c'est pas qui lui a dit ça, mais nous avons vu tous comment est-ce que le procès s'est passé, il était public. Moi je pense que s'il avait toutes les preuves, ça pouvait quand même entacher. Mais à partir du moment où il est arrivé, il a spéculé, il n'a pas apporté de preuves, ça a posé des problèmes. Mais aujourd'hui, puisqu'ils sont déjà préparés, puisqu'ils n'ont pas confiance en Denis Kadima, je pense qu'ils doivent mettre sur pied de voies et moyens pour les amener, ne serait-ce qu'à prouver cette fois-là, si jamais il y a effectivement triche, pour dire voilà, les preuves sont là, mais je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Voilà, Franck Senga, qu'est-ce qui vous fait douter autant de ce processus électoral? Oui, monsieur le journaliste. Vous savez, hein, cette histoire-là de l'audit, c'est une vaste blague. Non, mais avec toutes les explications que le président vient de donner. S'il vous plaît, c'est une vaste blague, une escroquerie. Ce monsieur n'a rien fait. Et je vous dis qu'il joue avec le feu. Il recrute des personnalités hétéroclites qui ne font partie d'aucune maison reconnue du point de vue international. Et il vient, il les recrute lui-même, il va les payer lui-même. Tu recrutes des gens qui doivent auditer le fichier que toi-même qui as mis en place. Mais c'est impensable. Je pense que c'est une vaste escroquerie. Ce sont des élections qui peuvent nous emmener dans le mur. J'ai dit l'autre fois parce que vous n'êtes pas préparé, comme le disait. Nous, on est prêts. D'ailleurs, on exige que les élections se déroulent dans des conditions normales et dans le temps imparti par la Constitution. Et ils ont vu que la pression était grande. Ils se sont dit que si on doit organiser un glissement, la pression sera très grande. On va passer dans une phase de non-État et ça sera difficile de gérer.
qu'on organise de mauvaises élections, quitte à passer en force. Et nous leur disons qu'ils fassent attention. Kadima, il risque d'être un responsable de tout ce qui arrivera du point de vue historique. Je pense il prend des choses à la légère, il se faisait passer pour un expert. Est-ce que vous êtes tout simplement, Franck Senga, est-ce que vous êtes tout simplement pessimiste? Justement, avec ce qui se fait, on est pessimiste d'abord à la CENI, la commission elle-même, disons que la CENI, il n'y a pas des délégués de l'opposition là-dedans. C'était déjà un problème. Ils ont débauché... Didi Manara, qui est Didi? Ils ont débauché et recruté dans l'opposition à coup de billets verts. C'est tout le problème. Didi Manara a été radié à partir du moment où il commençait à faire volte-face ou à fricoter avec la nouvelle majorité. Il a été radié, mais eux, ils sont allés picoler là-bas. Et ils fricotent maintenant avec eux. Et même chez nous, la personnalité de Ensemble n'a pas été envoyée par Ensemble. La personnalité, il n'y a ni délégué de Martin Fayulu, ni rien du tout, ni du FCC. Ce sont des gens qui sont là en train de recruter. Et regardez, constatez une chose. Le pouvoir en place n'a rien à foutre avec les besoins primaires de son peuple. Tout ce qui les intéresse maintenant, c'est comment tricher aux élections. Vous voyez que même le budget, ils prennent le 2/3 du budget pour se servir. Donc ils ont tous comme merci Franck, se remplir les poches, les ventres, des ventres pleins. Ils ne sont pas avec le peuple et ils comptent à la... Augustin Chambouy. Nous ne pouvons pas les laisser courir de cette façon. Augustin Chambouy, vos poches sont bien pleines. À croire Franck Senga, quelle est la réaction par rapport à ce qui a été dit par le président de la CENI et ce qui a été dit par Franck Senga? Il y a des choses qui doivent être dites ici. Je rappelle bien que la CENI actuelle et les forces composantes, ça fait partie de les forces représentatives au sein de l'ensemble, les forces pour les poids politiques des partis politiques au sein de l'Assemblée nationale. L'Ensemble pour la République n'a pas de députés, mais l'Ensemble pour le changement. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Oui. Il y a des députés qui siègent à l'hémicycle pour les comptes des regroupements, l'Ensemble pour le changement qui avait comme l'autorité morale qui, Moïse Katumbi. Pas plus tard qu'hier, vous avez vu les députés de l'Ensemble pour le changement, ces déclarants de l'Ensemble pour la République, faire une déclaration pas plus tard qu'hier. Donc, le deuxième vice-président de la CENI, c'est un député du Kivu qui a été mandaté par son parti politique, l'Ensemble pour le changement. L'Ensemble pour le changement, comprenez. Didier Manara, jusqu'à la preuve du contraire à ce stade, mon aîné français, il n'a jamais été radié. Il peut me balancer la décision. Il y a eu au moins une déclaration où le PPRD n'a pas reconnu sa présence au sein de la CENI. Mais jusque-là, c'était membre cotisant du PPRD. Non, s'il vous plaît, cher René, vous n'êtes pas capable de me brandir la décision écrite et décidée par le PPRD. Vous recevez Bouffon tous les jours ici. Demandez, faites vos enquêtes. Voilà. S'il vous plaît, oui, il y a des choses. Le régime en place n'a jamais été dans la stratégie de glissement. Depuis 2019, dans tous les discours, les garants de bon fondement des institutions présidentes de la République disaient toujours nous devons respecter les délais fonctionnaires, il y aura les élections. Ce sont les amis qui ne croyaient pas. Il a rappelé dans ses différents discours, les vidéos existent et les images existent. Donc le problème c'est quoi? Je reviens un peu par rapport à la question du tribalisme. Oui, c'est bien beau. Nous condamnons le propos de Daniel Safou, nous condamnons le propos de Makamou Kebaye. Je pense que ici j'interpelle la justice. La justice doit être aussi équitable. Oui, j'y arrive. Oui. Pas seulement du secrétaire Abouya, parce qu'Abouya, il y a la femme, j'arrive. Une dame là qui se déclare, qui se proclame comme communicateur du président de la République, et dire aujourd'hui, Bino Baswahili, Bokanga Mounoko, Oza pouvoir. Ce propos doit être condamné. Bino Bangala, Bokanga Mounoko, Oza pouvoir Abisso Balouba. Ce sont des propos pareils qu'il faut condamner. La justice doit être l'église au milieu du village. Toute personne, tendance confondue, opposition, majorité, société civile, qui serait vraiment en conflit avec les faits infractionnels, il faut l'interpeller. Cette politique de savoir toujours appliquer l'état de droit sur les autres, cela, ça nous met un peu en mal à l'aise. Donc, la République aujourd'hui a besoin d'une justice équitable et la vraie église au milieu du village, les amis ou les compatriotes qui se déclarent de l'union sacrée, qui se sont versés dans des propos à caractère tribal, là nous demandons en tant que le ministère public que la justice aussi puisse mettre sur eux, puisse mettre la main sur eux, parce qu'on n'a pas besoin de voir de telles histoires. Donc ici, chers amis, chers frères, le propos de M. Nanga, ce sont lui-même
quand vous parlez de l'audit, il faut sélectionner les experts. Les Congolais se sont exprimés. Ils ont dit, vu ce qui se passe avec le Rwanda, et l'institution l'IGF est animée par une Rwandaise. L'OIF. L'OIF plutôt. Nous avons refusé. Les Congolais se sont exprimés, ils ont dit, niet, pas question parce que nous ne voulons pas brader la souveraineté nationale. Et on peut faire confiance aux experts locaux ou bien d'autres experts internationaux. Par exemple, le centre Carter au niveau des États-Unis. La dame qui a dirigé l'équipe qui a fait l'audit, elle a été récemment, comme il le disait, vice-présidente de la Commission électorale d'Afrique du Sud. Je pense, oui, Franck Senga. Je pense qu'ici, tout simplement, nous sommes en face des compatriotes qui sont animés d'une mauvaise foi. Des compatriotes qui ne veulent plus consolider notre démocratie. Les compatriotes qui ne sont pas prêts d'aller aux élections, même au sein de l'opposition. Regardez un peu des positions ambiguës de leurs collègues de l'opposition, notamment le PPRD, notamment le message de Sud Kivu, c'est Dr Mukwege, notamment Mukwege n'est pas un politique. Non, ils ont marché ensemble. Il dit, quand ils ont tenu la déclaration à Lubumbashi, il a dit que même si je ne suis pas avec eux à Lubumbashi sur place, mais je suis de cœur avec eux. Vous avez vu Matata Mpogno, il a été assis par Mukwege. Mouzito sur RFI, il a dit des choses que l'opposition conteste, mais il propose quoi? Sur les plateaux de télé 50, on a posé la question à Olivier Kamitatou. Franck Senga, vous disiez l'autre fois que vous avez des centaines de conseillers. Des milliers. Est-ce que c'est à l'opposition de vous proposer quand on conteste, écoutez, quand vous contestez, il faut proposer. Sur les plateaux de télé 50, on a posé la question à M. Olivier Kamitatou. Quel est votre projet de possibilité? Quelle est votre offre que vous offrez aux Congolais si vous dites que non, le régime en place a échoué? Il dit, on n'a pas une offre politique. Ça, c'est un cadre de l'ensemble. On va considérer ça. Les Congolais sont matures et ils savent bien qu'on a affaire à des gens qui sont au service de la prédation de nos richesses. Merci bien, on va considérer ça comme votre conclusion pour cette première partie. On va passer à la deuxième partie de ces débats. Retour sur le plateau pour le deuxième thème de ces débats. Mais d'abord, avant de rentrer dans ce deuxième thème qui va parler d'un pays africain, le Sénégal plus précisément, on va rentrer chez nous, là-bas. Augustin Chambouilly, il y a cette actualité, ce chiffon, ce faux qui circulait dans les médias sociaux qui annonçait la retraite de l'ex-gouverneur de la province du Lualaba. Quelle est votre réaction par rapport à l'intention, la mauvaise intention qui était véhiculée dans ce document? Je pense que vous avez suivi, comme tout citoyen, cette fameuse lettre circulée sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi la réaction du concernant lui-même, qui est le gouverneur honoraire Richard Mouyej-Manguez-Mans. Il a démenti cette lettre sur les réseaux sociaux. Et je pense que, mon frère, la République démocratique du Congo, si on essaye d'interroger les textes qui régissent ce pays, que ce soit la loi organique de 2018, principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Si vous lisez dans ces articles 22, 23, si nous interrogeons sur notre constitution dans son article 298... J'ai envie de dire maître Augustin Chambouilly. Non, je ne suis pas un juriste, je suis un politologue. Allez-y. Si nous interrogeons aussi la loi électorale dans son article 160, il est clair que le gouvernement provincial est composé du vice-gouverneur, vice-gouverneur et du ministre. En cas d'empêchement définitif, décès, démission ou déchéance du gouverneur, le gouvernement est réputé démissionnaire. Et le vice-gouverneur assure expédier des affaires courantes dans un délai de 30 jours en attendant la convocation des scrutins de nouveaux gouverneurs. Dans le cas sous examen, il est vrai que le gouverneur Mouyej a déposé le acte de sa démission le 10 janvier de cette année et le président a pris officiellement acte le 31 janvier de cette même année. Donc, tout au plus tard, le 2 mars, on devrait avoir déjà un nouveau gouverneur élu. Et dans la lettre, la correspondance, on donne l'instruction au VPM de l'Intérieur de tirer les conséquences du droit. Quelles sont les conséquences du droit? C'est l'organisation des élections d'un nouveau gouverneur. On sent ici qu'il y a un complot entre certains individus et l'institution responsable de cette situation, c'est notamment l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale n'a pas veillé. J'ai suivi cette semaine les rapports parlementaires des députés
le député de Dilolo. J'ai vu un député dire que non, si le loi est aux enfers aujourd'hui, c'est le gouverneur Mouyej qui en serait responsable. Moi, j'ai dit, Seigneur, nous sommes dans quelle planète? C'est pas le débat du jour. Ce n'est pas seulement la sorcellerie, mais ça montre vraiment qu'à l'hémicycle, nous avons des médiocres qui ne méritent pas d'être appelés députés. Merci parce bien. que le loi est aujourd'hui ce qu'il est, la marque déposée de Mouyej. Lui, là, s'il siège à l'hémicycle comme tel, en train de travailler, parce qu'il y a quelqu'un qui avait une vision dans cette province. Minimum de reconnaissance aux bienfaits. Quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient ses erreurs, mais reconnaissons les bienfaits qu'a fait cet homme pour la province. Merci bien, on va passer rapidement au deuxième thème du débat. On va aller au Sénégal, précisément à Dakar, où un tribunal criminel a donné la décision de celle qui a rendu le verdict annonçant condamnant à 2 ans de prison ferme pour l'opposant politique Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est ce grand opposant qui se présente face au parti au pouvoir, le parti de Macky Sall. Il y a eu, selon Ousmane Sonko, ce procès vise à l'écarter de la présidentielle. On va suivre ce reportage qui a été de reporters qui se sont rendus le jour de cette audience, de ce verdict au tribunal. Même, on va rentrer après sur le plateau pour analyser un peu rapidement cette actualité internationale. Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme. Sa défense compte contre-attaquer. Après le délibéré, ses avocats ont promis de multiplier les recours afin de faire annuler le verdict du tribunal criminel de Dakar. C'est une peine extrêmement lourde, 2 ans d'emprisonnement ferme pour Ousmane Sonko relativement à l'infraction de corruption de jeunesse. C'est en toute évidence que nous allons utiliser les moyens de voie qui sont à notre disposition pour pouvoir remettre en cause cette décision. L'opposant sénégalais a été condamné pour corruption de la jeunesse et à près de 30 000 $ de dommages et intérêts. En revanche, la justice l'a acquitté des accusations de viol et menaces de mort. Un verdict qui satisfait l'accusation. Nous sommes satisfaits quand même, parce que Ousmane Sonko menaçait tout le monde. Il menaçait les juges, il menaçait l'État du Sénégal. Il ne voulait pas qu'on le juge. Il a fait tout pour ne pas être jugé. Il a fait tellement de dilatoires. Il s'est caché jusqu'à Ziguinchor pour ne pas répondre à Dame Justice. Aujourd'hui, cette belle dame, Dame Justice, l'a rejeté. La décision du tribunal a jeté dans les rues des vagues de manifestants à Dakar comme dans les autres villes du Sénégal. Des heurts ont mis aux prises des groupes de jeunes et les forces de sécurité à coups de pierre et de gaz lacrymogène. Plusieurs biens publics dans la capitale ont été vandalisés par des manifestants en colère. Depuis février 2021 que l'affaire de viol présumé défraie la chronique, une vingtaine de civils ont été tués dans des troubles. Rappelons que jusqu'à ce samedi, ce heurt entre le manifestant proche de l'opposant Ousmane Sonko et la police faisait, le bilan dressé par la police faisait état de 9 morts. On donne la parole à Molon Toumba, l'opposant politique condamné notamment pour corruption de la jeunesse. Exactement. Je pense que c'est une honte pour l'Afrique, c'est une honte pour la justice. Ça fait partie de pratiques barbares qu'il faut, n'est-ce pas, mettre dans la poubelle. Nous connaissons, ça se passe partout en Afrique, même ici au Congo, vous le savez. Le procès Moïse sous l'Ancien Régime, c'est dans cette même logique d'idée. Vous imaginez quelqu'un qui est interpellé pour viol et menace de mort. Et quand on arrive devant la justice, la victime témoigne de l'ère où les faits se sont produits. Et il s'avère clairement que pendant ces heures-là, l'opposant se trouvait sur un plateau de télé tel que nous le sommes en ce moment même. Et on lève le doute sur sa culpabilité et les juges, au lieu de laisser carrément le monsieur s'en tirer, il dit non, comme il était déjà là, parce que c'est une histoire politique, il faut nécessairement le garder là-bas, on va requalifier. Je sais, c'est vrai qu'on peut requalifier une fait infractionnel, mais c'est une honte. Et aujourd'hui, le président sénégalais est à la fin de son mandat. Moi, on rappelle qu'il a déjà fait ces deux mandats et il ne peut pas postuler. Vous imaginez ce qui frustre, c'est de voir ces gens-là se soumettre à la France, comme lui par exemple.
exemple, c'est un élève de la France-Afrique. Et après, c'est les mêmes politiciens qui vous diront, nous sommes une jeune démocratie. Par rapport à quoi? 60 ans après les indépendances. Son âge à lui, l'âge seulement comme ça, chronologique, et ces genres de pratiques. Il est hors mandat. Ils doivent accepter la démocratie avec ses règles des jeux. Il est hors mandat qu'il laisse ces jeunes hommes. Moi, je l'aime parce que c'est un panafricaniste, c'est un républicain. Et nous avons besoin de ces genres de dirigeants afin de permettre le développement de l'Afrique et que les Africains puissent bénéficier de leurs ressources. Mais voilà quand même, parce que c'est comme ça que ça se passe en Afrique, on lui colle 2 ans pour cette infraction-là, qui est comparable ici chez nous. J'ai essayé de mener une étude comparative au proxénétisme. Le proxénétisme. Au proxénétisme, oui, parce que ça entre dans les cas des infractions aux mœurs et tout ça. Mais comment les faits principaux sont tombés et on va rentrer là? Il a incité cette dame-là à se prostituer quand, comment et tout ça. Vous comprenez que l'Afrique n'a pas de chance. Mais je suis de cœur avec le peuple sénégalais. Continuez à lutter. Le président est en fin mandat, il doit libérer. Voilà, on va vous redonner la parole. Franck Senga, est-ce que l'opposition africaine est une opposition pleurnicharde? On a vu en RDC l'opposition ne cesse de pleurnicher. On le voit au Sénégal, le partisan de Tsompo. En Côte d'Ivoire, il est pareil. Est-ce que l'opposition africaine est une opposition qui pleurniche? Non, pas du tout. C'est une question des velléités des pouvoirs. Ils sont velléitaires, ils veulent se cramponner au pouvoir à tout prix. Vous savez, l'arrestation de Sonko, avec un parallélisme avec l'arrestation de Salomon Idi que nous voyons, avec le matraquage de Matata Pogno, nous dit tout sur le paradoxe persistant des justices inféodées en Afrique, qui d'ailleurs éloigne nos pays du rêve des États de droit. Voyez-vous, ce genre d'acte, moi je qualifie ça comme la désillusion africaine des partis politiques historiques d'opposition. On a vu ça avec Robert Mugabe, on a vu ça avec l'ANC, qui a été même jusqu'à voir un président jugé, condamné pour fraude et tout ça, et corruption. On a vu ça avec Alpha Condé en Afrique, en Guinée. Oui. On a vu ça un peu partout. Donc c'est une désillusion africaine. Je suis vraiment triste. Mais qu'à cela ne tienne, l'UDPS, c'est la même chose. L'UDPS nous a chanté tout l'été de l'état de droit, mais aujourd'hui, ils sont devant le peuple, ils ne savent pas donner à manger au peuple, mais ils sont en train de danser dans les fêtes à Kinshasa tous les jours. Mais moi je me dis ceci, pour terminer. Vous savez, quand un pouvoir commence à bastonner, à arrêter ses opposants, donc ça signifie que ce pouvoir tend vers la fin. Voyez-vous, et ce sont des signes avant-coureurs d'une chute d'un régime aux abois. Merci. C'est ça qui va vous arriver. Augustin Sambouyi, un peu rapidement. Le président sénégalais Macky Sall, qui a déjà écoulé ses 2 mandats constitutionnels, n'a pas encore jusqu'ici donné sa position par rapport aux élections qui vont être organisées dans 8 mois. Est-ce que c'est comme ça le pouvoir? Quand on prend le pouvoir en Afrique, c'est sucré, on ne veut pas les lâcher facilement. Franchement, je suis parmi des servants porteurs de Macky Sall qui sont dessus. Moi, j'écris à Macky Sall quand il a quitté la mouvance présidentielle de Diouf, Abdoulaye Diouf. Il a créé son parti politique avec tout ce qu'il y a eu comme contestation en 2012, avec le Youssou, tout ce qu'on avait. Il y avait aussi un mouvement de M23 du côté Sénégal. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons sur le terrain avec Macky Sall d'abord a promis aux Sénégalais que quand il serait ce président, il allait réduire des mandats de 7 à 5 ans. Il allait faire les 2 mandats. Mais aujourd'hui, il est fin de 2 mandats. Macky Sall est tenté de tomber dans le piège Écoutez, oui, il est tenté de tomber dans le piège de le viol de Côte d'Ivoire, c'est qui non, pas Ouattara. Ouattara. Oui. Donc je pense que le Sénégal, ça fait partie des modèles de la démocratie que nous avons envié ici en Afrique. Je demande tout simplement au peuple sénégalais de tenir fort. Mais quant à l'ami ici, l'opposant,
Chers frères, chers amis, nous avons lutté pendant 37 ans, sous violence, sous tuerie, sous arrestation. Vous n'allons pas vous laisser le pouvoir après 5 ans. Ceci dit, 5 ans, 37, nous n'avons pas l'idée pour vous céder. Si vous rêvez que nous allons conserver ce pouvoir d'une manière démocratique, continuez à rêver comme vous rêvez là, vous n'aurez jamais le pouvoir ici dans ce pays de Lumumba. Cherchez un autre candidat, mais pas le vôtre là, les gifles. Mikuba Radio Télévision, ce programme. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne.